Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée du colloque. Et on va donc entamer une table ronde cette matinée sur la question de l'identité. Donc on va, Cléo et moi, juste introduire en quelques minutes la table ronde en fonction de ce qui s'est dit aussi hier, hein, et ensuite vous présenter les intervenants et les laisser parler, intervenir. Et l'idée, c'était qu'on les écouterait d'une traite, en quelque sorte. Enfin bon, s'il y a vraiment une question urgente, elle peut toujours émerger, mais bon, c'est plutôt l'idée. Et ensuite, entamer une discussion générale, à la fois entre les intervenants, mais aussi avec tout le monde dans la salle, dans un deuxième temps. Et puis, il y aura quand même une petite pause café. D'expérience hier, on s'est rendu compte que tout enfiler sans pause, c'est un peu dur, donc une pause café après la troisième intervention. Donc voilà, alors on se réjouit, donc, comme je le disais, de vous retrouver pour cette seconde journée du colloque Sciences sociales en danger, savoir de l'émancipation, et pour cette troisième séance consacrée aux identités individuelles et collectives, à l'échelle du sujet ou sur le plan politique, et en tout cas social. Ce sera l'occasion, plus exactement encore, d'interroger ce que les identités font à la recherche en tant qu'objet, mais aussi, dans certaines communications, comme vous allez le voir, ce qu'elles font aux chercheurs qui ont pour objet l'identité. En correspondance avec le projet général de ce colloque sur les entraves de divers ordres que rencontrent les recherches en sciences sociales dans le monde, il nous est apparu important d'exposer les formes qu'elles peuvent prendre en ce qui a trait à l'identité, autrement dit, à l'ensemble de traits caractéristiques qui distinguent un individu ou une collectivité, que ces traits soient assignés ou bien revendiqués, ou encore, et comme souvent au cours d'un processus historique, les deux à la fois. Il s'agit donc d'interroger ce matin dans quelle mesure les identités, comme objet de la recherche, ou plus exactement encore comme étage de la société, et par conséquent comme objet de la recherche, peuvent au même titre que d'autres catégories sociales, ou à la condition de certains aménagements théoriques, c'est peut-être là où il y aura une discussion, contribuer au projet émancipateur des sciences sociales. Aussi, les questions sont: les identités sont-elles des entraves à la mission émancipatrice du projet de sciences sociales? Ou encore, sont-elles des occasions de raffinement de la description et de la compréhension des sociétés au point d'orienter les préconisations envers ces dernières? Et enfin, s'agit-il de gadgets détournant des questions fondamentales auxquelles la recherche devrait se consacrer en priorité? C'est dans cette perspective que nous avons pensé la table ronde de ce matin, pour laquelle il nous semble nécessaire de rappeler la difficulté particulière de l'exercice de la recherche dans ce domaine. Peut-être plus que dans d'autres, et cela reste encore à prouver, la recherche sur les identités exige en effet un exercice d'équilibriste entre la nécessaire indépendance des pratiques d'enquête et de conceptualisation, la demande politique d'expertise sur les identités collectives, demande politique toujours prompte à mieux comprendre les sociétés qu'elle gouverne, et la demande sociale de droit des collectifs identitaires qui parfois s'allient, font parfois preuve de défiance à l'égard du savant. Le caractère paradoxal de cet espace triangulaire d'exercice de la recherche sur les identités représente une pression et une contrainte forte qui exposent à des risques les chercheurs et les chercheuses engagés dans ces enquêtes. Les risques en question nous obligent-ils à repenser les pratiques et la déontologie de la recherche sur ces terrains minés? D'ailleurs, sont-ils remarquablement minés? Est-il de nouveaux dangers pour les chercheurs en sciences sociales? Dangers incomparables bien sûr à ceux décrits hier, notamment dans le musée des horreurs. On pourra revenir d'ailleurs à la notion de musée dans ce cas-là, mais néanmoins vifs, compte tenu des injonctions sociales et politiques au sein desquelles une recherche indépendante doit se déployer. La question pourrait être alors, compte tenu de la nécessité de reverser connaissances et compétences acquises par la recherche en sciences sociales dans l'espace public, comment, lorsque l'on a l'identité ou les identités pour objet, peut-on s'assurer de l'accomplissement de cette ultime mission d'une mise à disposition publique de ces savoirs? Et sous quelle forme, pour que les résultats de la recherche, aussi inattendus et déconcertants soient-ils, puissent être protégés? Voilà, ce sont les questions nombreuses, et puis nombreux autres aussi, qui vont nous rassembler ce matin. Et je passe la parole à Cléo. Merci Anne. Un mot de plus peut-être sur les défis que notre session pose au colloque. Ce mot pourrait porter sur les réflexions préparatoires
qui ont conduit notre conseil scientifique à choisir le titre « Identité, objectivation, déconstruction et adresse ». Je commencerai par rappeler que, au départ, pour cette table ronde, nous étions plutôt centrés sur la question de l'émancipation, qui est devenue ensuite la notion unificatrice du colloque, au moyen de la question circulante. C'est dire la centralité que cette table ronde pourrait avoir pour notre réflexion commune, qui se donne pour objectif de libérer les chercheuses et les chercheurs de l'assignation identitaire un peu contraignante qui va de pair avec l'impératif de se situer. Si l'objectivation des processus d'identification fait partie des missions des sciences sociales, force est de constater que les chercheurs y sont ou peuvent s'y sentir pris au piège. Nos corps parlent pour nous, diraient certains, en réaction à la revendication d'une posture désincarnée, longtemps et encore souvent assumée par les chercheurs. Une désincarnation que la position institutionnelle du chercheur serait censée garantir. Mais l'exercice de la réflexivité devrait pouvoir nous conduire à interroger le rapport entre notre position et la demande sociale. Aussi, on pourrait peut-être corriger déjà la phrase en « nos corps parlent en nous ». Si le travail de déconstruction... Pardon, j'ai un petit problème de focal. Si le travail de déconstruction face à des formes d'entrepreneuriat, d'essentialisme stratégique, nous paraît consubstantiel aux sciences sociales telles que nous les pratiquons, une déconstruction qui va de pair avec la dénaturalisation, force est de constater que les demandes de naturalisation peuvent nous venir paradoxalement de celles et ceux qui ont déconstruit le rapport à l'identité. C'est là que se pose la question de l'adresse de façon cruciale. Faut-il penser à l'adresse en termes de société en son entier, des groupes sociaux? Laissez-moi prendre un exemple très concret du problème tel qu'il se pose dans les études émergentes sur la question trans en histoire. Un volume récent, édité par des médiévistes, clarifie dans son introduction sa mission. Le titre du livre est Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Historiography, sorti en 2021. Les éditeurs écrivent ceci: contribuer à l'épanouissement des vies trans au présent. Voici la mission qu'ils s'assignent. En mettant au jour le passé trans et en démontrant que les personnes trans n'ont pas seulement existé au Moyen-Âge, mais ont contribué aux sociétés dans lesquelles elles vivaient et les ont façonnées. Contre la rhétorique transphobe, qui dépeint les identités trans comme anormales ou contre nature, les éditeurs affirment que le genre non normatif a existé tout au long de l'histoire. Cette stratégie constitue à la fois, je cite, une puissante réfutation des affirmations transphobes et donne aux personnes transgenres modernes un sentiment de continuité temporelle. Fin de citation. Peut-on penser que la stratégie de quasi-naturalisation adoptée par ces chercheurs est la meilleure réponse à la demande sociale? On peut rappeler également la vente de cartes où figurent des saints et des saintes trans qui accompagnaient le lancement de la commercialisation de ce volume, dans le but de répondre à une demande d'identification, non seulement de la part d'un public large, mais même de la part de nouvelles générations de chercheurs. Ces stratégies se présentent comme réparatrices d'une violence symbolique que les groupes subissent et pour laquelle il est souvent question de vie ou de mort. Nous aurons sans doute l'occasion d'aborder cette urgence de protection des vies lors de cette table ronde sur les identités. Je terminerai sur la question de l'émancipation en termes d'horizon, ou même de Streben peut-être. On pourrait parler d'une promesse d'émancipation pour garder la tension entre notre positionnement, les demandes sociales et les controverses dans lesquelles nous sommes amenés à intervenir. Parler de promesse signifie aussi inclure la possibilité d'une trahison qui serait dénoncée par la demande sociale.
Nous avons choisi le parti de ne pas reproduire la posture défensive des savoirs critiques afin de pouvoir interroger nos pratiques, la place de nos savoirs en société. D'où la question circulante que je rappelle pour le public. À quelles conditions les sciences sociales, telles que je les pratique, ont-elles l'effet émancipateur qu'elles devraient avoir? Nous verrons comment chacune et chacun d'entre nous répond à cette injonction. Merci. Merci Cléo. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc notre première intervenante est Barbara Cassin, on les présentera au fur et à mesure, donc philologue et philosophe, membre de l'Académie française, et qui va donc... alors je reprends pour ne pas me tromper, à moins qu'elle soit... Ah, ça a changé de titre, Barbara? Non. Alors je vais reprendre le titre tel qu'il est formulé, puisque c'est une... Non, ça va comme ça. Bon, oui. Comme tu veux. Que pensez-vous de ce que vous voyez? Voilà. Que pensez-vous de ce que vous voyez? Que pensez-vous de ce que vous voyez? C'est une phrase que j'ai choisie comme titre. C'est une phrase qui a été prononcée par Nelson Mandela et écrite au milieu d'une salle d'un musée assez terrifiant. Un musée à Cape Town qui est un très très vieux musée entre, disons, Madame Tussaud et le musée des arts et traditions populaires. Donc il y avait des salles et des salles qui avaient été construites évidemment au moment de l'apartheid et bien anciennes, qui montraient des Khoisan d'abord, des indigènes, dans toute leur horreur, on va dire. C'est-à-dire des femmes avec un bébé à la mamelle, en train dans un magma de saleté, et des hommes en train d'essayer d'allumer du feu en faisant tourner un bâton. Et ça pendant des salles et des salles. Tout ça locteux et très, très dur à voir. Et Nelson Mandela, au moment de son élection, avait fait mettre au milieu de la salle, au milieu de ces salles, un tout petit panneau avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Et ça m'a bouleversée d'intelligence. Je veux dire qu'on n'a jamais fait mieux rapport qualité-prix. On n'a jamais fait mieux pour, justement, à la fois identifier et émanciper. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase. Et ensuite, quand j'ai un peu commencé à travailler, à faire des expositions, j'en ai fait 3. Enfin, une qui s'est déclinée 3 fois, plus une deuxième, donc je sais pas, 4. Cette phrase est vraiment celle qui m'a guidée. C'est-à-dire que je pense que si on arrive à ce que ça soit ça que pense celui qui passe et celui qui regarde, tant mieux. Mais à vrai dire, c'est la seule chose, je pense, qu'on puisse vouloir demander et vouloir opérer. Alors pour moi, qui suis philosophe, ça me renvoie à deux types de discours. Le premier, c'est celui de Protagoras, celui que j'appelle, alors dans le Thé et Tête de Platon, Socrate raconte la doctrine de Protagoras et dit l'homme mesure de toute chose et pourquoi pas le cochon, hein? Bon, pour les cochons, ça sera le cochon. Et puis, à un certain moment, il se reprend et il dit oh, si Protagoras était là, il me dirait tu n'as pas honte, Socrate. Et en effet, j'ai honte. Et à ce moment-là, il explique la doctrine de Protagoras d'une manière magnifique. C'est l'un des seuls textes qu'on ait sur l'homme mesure de toute chose. Et on a beaucoup de fois la citation l'homme mesure de toute chose, mais c'est la seule fois qu'on voit Protagoras, évidemment par la bouche de Socrate, expliquer ben voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il te faut supporter d'être mesure. Et toi, il te faut supporter d'être mesure. Et donc, autrement dit, il s'agit d'un relativisme, que je pourrais expliquer dans la discussion si vous voulez, que j'appelle moi relativisme conséquent. Il n'y a pas du bien et du mal, il n'y a pas du beau et du laid, mais il y a du meilleur pour. Un meilleur qui est destiné et qui doit faire bouger les choses. Là, vous avez l'adresse et l'identité.
Donc, c'est le premier pan, si vous voulez, textuel, qui, pour moi, entre en résonance avec que pensez-vous de ce que vous voyez. Et le second, c'est Hannah Arendt, qui dit serait-ce que le jugement est une faculté politique? C'est dans La crise de la culture. Réponse oui. C'est même la seule. Le jugement, c'est la seule faculté politique. Et du coup, pour moi comme enseignante, qui est enseignée dans des endroits vraiment très divers, bien c'est la seule chose, c'est le seul but que je m'étais assigné en enseignant la philo, qu'il s'agisse de prisonniers, qu'il s'agisse de jeunes psychotiques, ou qu'il s'agisse d'enfants, même d'enfants dans les classes maternelles, ou bien évidemment dans les classes de philo. Mais voilà, apprendre à juger, essayer d'enseigner le jugement. Et je ne crois pas qu'on puisse enseigner autre chose. En tout cas, en tant que philosophe, je ne vois pas ce qu'on peut enseigner d'autre. Donc, c'est autour de ça que je voudrais vous montrer quelques images que j'ai choisies parmi celles des expositions que j'ai pu faire. Et la première, que vous voyez là, c'est l'exposition Après Babel traduire que j'ai faite au Mucem il y a déjà quelques années, qui ensuite j'ai transposé tout à fait autrement à la Fondation Bodmer à Genève et ensuite à Buenos Aires, à la Cité de l'Immigration. Donc cette première image questionne l'identité qui pour moi est, si j'allais dire, je vais dire dramatique, c'est l'identité des Grecs. Pour les Grecs, ceux qui ne parlent pas grec, ils font blablabla, c'est des barbares. Et là, vous avez un énorme tableau de Mel Bochner, c'était dans la première salle, un magnifique tableau en velours noir, mais très très grand, qui dit bla bla bla. Bon. C'est-à-dire vraiment barbare. Et à côté, peut-être un peu moins visible, ce sont des vases du Louvre qui montrent un barbare. Par exemple, Paris, en train de séduire Hélène, selon la vieille tradition des barbares qui enlèvent les bonnes femmes. Et à côté encore, vous avez sur la... Là, non, pas là. Là, vous avez un caravanier de l'époque Chang, qui est un long nez, c'est-à-dire nous, le barbare, vu d'ailleurs. On est toujours le barbare de quelqu'un, il y a toujours un barbare pour quelqu'un. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'universel est toujours l'universel de quelqu'un. Parce que pour les Grecs, le logos voulait dire à la fois, vous le savez, raison et discours, ratio et oratio, on traduit les latins. Et là, ceux qui n'ont ni ratio ni oratio, ceux qui n'ont pas le logos, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils parlent. Et du coup, on n'est pas tout à fait sûr que ce sont des hommes comme nous. Voilà. Donc, ils ne parlent pas grec, ils ne parlent pas. Et ils sont pas cultivés. Et est-ce que c'est vraiment des hommes? Bon. Donc, c'était ça que voulait montrer, si vous voulez, cette première image. Elle voulait faire prendre conscience. Alors, bon, ça, c'est de plus près quelques vases grecs et de plus près des poupées. Bon. Et là, vous avez une carte qui montre que la côte d'en face, c'est la côte de Barbarie. Alors, ensuite, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter ça, et peut-être c'est moins intéressant et moins directement intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière de montrer une idée, si vous voulez. Une exposition, qu'est-ce que c'est quand on est philosophe? Pourquoi est-ce qu'on se met à faire ça? Eh bien justement, pour que des idées passent en objets, et que les objets soient sensibles, et qu'on puisse à partir de là se dire « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Et que chacun puisse se poser cette question-là. Et là, j'ai pris ça pour montrer ce que j'entends par là. Je me suis posé la question, donc cette exposition s'appelait Après Babel traduire, elle portait sur la traduction. Je me suis demandé, peut-on traduire la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, est-ce que ça peut être plus abstrait que cette question-là? Eh bien voilà comment je l'ai traité. Alors, il y avait... Non, bon... Non, je pensais que j'avais mis une autre image avant. Là, vous avez une Bible
polyglotte, la première Bible polyglotte faite par le cardinal Jiménez. C'est une Bible sublissime, philologiquement magnifique, et qui comporte au milieu le texte de Saint Jérôme, la Vulgate en latin. Et puis à droite et à gauche, vous avez le grec et l'hébreu. Et le commentaire de Jiménez, c'est « Regardez, le Christ et les deux larrons ». Bon. Voilà. Maintenant, si vous comprenez ça, si vous voyez ça, vous commencez à comprendre des idées, vous voyez, à mon avis. Et là, c'est un Coran. Alors, il me manque une image avant. L'image d'avant, c'était une Torah qui est évidemment plurilingue d'emblée. En hébreu, en araméen, bon, c'était ce que je voulais montrer, le rapport aux langues. Donc, cette image-là, je prie de m'excuser, elle a sauté. Voilà l'image du Coran maintenant. Le Coran ne se traduit pas. Ce qu'on traduit, c'est le sens du Coran. Et c'est très important de comprendre la différence du rapport à la langue. C'est en arabe que le Coran se dit dans dans ce qui concerne véritablement la religion. Après, évidemment, on le traduit. Et comme dit Bachir Diagne, le Coran ne se traduit pas, encore moins en Wolof. Bon, voilà, surtout pas en Wolof. Bon, donc voilà, la position de la langue de révélation ou des langues de révélation et des langues de traduction, voilà qui montre une différence véritablement difficile à rendre sensible sans, sans honte, sans difficulté, sans drame, qui est la différence entre la Torah, la Bible et le Coran. Et j'embrayais immédiatement sur ce qui fait l'essence même de la difficulté du traduire, qui est les équivoques. Et vous voyez, les montrer en objet, c'est déjà autre chose. Là, je montre tout à fait en bas Ève qui est tirée de la côte d'Adam, dans la Bible de Souvigny, qui est une Bible merveilleuse. Et à côté, vous avez la main de Dieu, dans Auguste Rodin, où Ève naît à côté d'Adam. Et c'est le même mot, évidemment. Et personne ne sait, ou plutôt, d'habitude, dans la Torah, dans la Bible, on traduit Tselem, je crois que c'est Tselem, si je ne me trompe pas, par à côté. Mais voilà qu'on l'a traduit par de la côte. Bon, donc vous voyez bien que ça ne fait pas le même genre de bonne femme. Elle est sortie de la côte d'Adam, où elle se réveille en même temps que lui. Et elle a été créée en même temps que lui. Et mon image d'après montre une autre ambiguïté, Moïse Kahan. Bon, vous savez que c'est des racines trilitères, on ne sait pas comment ça pourrait être une autre voyelle qui la remplisse. Eh bien, Moïse est-il cornu ou est-il rayonnant? Vous voyez que ce n'est pas le même Moïse, effectivement, et que celui de Michel-Ange est évidemment cornu, comme celui de Luther, d'ailleurs, dans la Bible de Luther, immédiatement. Bon. Et celui de Chagall, il est rayonnant. Et entre les deux, vous avez Jean-François Millet qui fait son autoportrait en Moïse, qui est à la fois, me semble-t-il, cornu et rayonnant. Bon, c'était juste pour montrer qu'il est à la fois passionnant, très amusant, et je pense très parlant, de transposer des idées en objets. Et que ça oblige vraiment, d'abord soi-même, à se demander comment on va montrer. À qui on va montrer pour tous? C'est quoi montrer à tous? Comment on va rendre sensible? Et puis, ça met le doigt sur ce rapport au jugement. Que pensez-vous de ce que vous voyez? Bon, je passe très rapidement parce que peu importe, si vous voulez. Là, j'avais fait tout un plafond sur pour qu'on se rende compte de la métaphoricité différentielle des langues. Je m'étais demandé qu'est-ce qu'il pleut. Alors il pleut des cordes, il pleut des cats and dogs, il pleut des hallebardes, il pleut des bâtons de chaise, il pleut des cailloux en wolof, il pleut des stylets, bon peu importe. Je continue. Là, ça m'intéresse un peu plus par rapport à notre projet, à notre question. C'est comment faire participer. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens s'y mettent?
Et là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai travaillé avec beaucoup d'associations, aussi les prisons, etc., les classes, évidemment, les parents des élèves, à partir de la question, quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus? Quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange? Et là, c'était la simèse qui a été réalisée par quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus. Et on pouvait mettre des oreillettes, évidemment, des écouteurs, et on entendait par exemple une femme dire en arabe, un mot que je ne saurais pas reproduire, et elle disait, voilà, ça veut dire, je l'aime à vouloir mourir avant lui. C'est en un seul mot. Comment voulez-vous que je dise ça en français? Bon, je trouvais que là, si vous voulez, il y avait des choses absolument inégalables. Bon, ça c'est tout simplement pour rire. À la fin, vous voyez bien, c'est le même, hein, c'est un Marcus Retz. Vous tournez autour et vous voyez le chapeau, l'homme au chapeau devenir un lapin. Quand vous tournez autour, c'est ça que fait la traduction. Bon, je voudrais poursuivre avec une autre exposition, celle qui est en cours à la Vieille Charité, que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir. Elle dure jusqu'au 15 octobre. Et la première salle comprend ceci et cela. Voilà. Ceci, c'est un Skyphos qui n'est jamais sorti de l'Ashmolean Museum, c'est la première fois qu'il en sort, et qui représente Ulysse, un pied sur une amphore et l'autre pied sur une autre amphore. Cette exposition, c'est donc objet migrateur. Vous le voyez, c'est sublime. J'ai rarement vu aussi beau que ça. Et c'est très violent, c'est une caricature en même temps. Hein. C'est très ancien, je ne sais plus, je crois que c'est du 7e avant Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est très caricatural. Vous voyez Ulysse, c'est très rare de voir comme ça un zizi d'Ulysse. C'était très étonnant. De l'autre côté, vous avez Calypso qui fait des choses invraisemblables. Vous avez Borée qui souffle. Bon. Et voilà, ça, c'est donc Ulysse. Dans aucun passage de l'Odyssée, on ne dit qu'il était sur un radeau qu'il avait construit grâce à Calypso, mais jamais sur des amphores. Et à côté de ça, nous avons mis un éco-boat que une association camerounaise est venue construire. Il est fait de bouteilles de plastique, nos modernes amphores, et il évoque, maintenant c'est devenu un bateau de pêche et de tourisme, mais vous voyez bien ce que ça évoque. Bon. Et comment on peut se noyer avec ça. Et à côté de ça, j'ai montré 3 cartes. Une carte du périple d'Ulysse par Bérard, une carte du voyage d'Énée qui est un exil, non pas un périple, parce qu'il ne revient pas sur lui. Et Énée, il arrive, quelque part, il arrive à s'arrêter. Quand? Avant de fonder Rome. Quand il change de langue. Là, je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'Énéide, mais c'est génial. C'est Jupiter dit à sa femme, ouais, tu vois, tu as gagné. Ils auront tous une seule langue, ils parleront tous latin. Uno ore fecit latinos. C'est là, dans ce rapport à la langue, que se situe l'arrêt, la possibilité de s'arrêter et en même temps l'exil. C'est absolument l'exil, hors de sa langue. Eh bien, j'ai trouvé cette carte de Frontex qui nomme ses opérations à travers l'Odyssée d'une part et l'Énéide de l'autre. J'ai été tellement estomaqué que je l'ai fait encadrer des 2 cartes. Et puis voilà, ceci c'est pour vous montrer ce que c'est qu'un objet migrateur. Ça peut être un objet comme celui-là, c'est-à-dire Zeus Amon, un objet syncrétique. Et je conclus, je crois, en disant, je conclus, ok, 5 minutes. Je conclus en disant que dans cette exposition, il y a au moins 2 participations essentielles. La première, c'est d'avoir montré que, c'est ce que nous montrons au début, quand on s'installe, nous montrons des glossaires de l'administration française. Nom, prénom, date de naissance, rien de plus difficile.
Mais pourquoi c'est si difficile de remplir tous ces papiers qui sont sur que j'ai mis sur les plafonds? C'est très difficile parce que c'est gros de siècles d'administration française et on ne s'en rend pas compte. Mais il est évident qu'une femme malienne dont le mari a un nom de guerrier ou de chasseur, elle ne peut pas le porter. Elle ne peut pas s'appeler comme ça. Donc comment elle va à la Sécu? C'est très compliqué. Bon, vous voyez, c'est un exemple minuscule, mais bon, c'est ça que nous explorons en faisant des piqûres de culture pour ceux qui reçoivent et pour ceux qui sont reçus. Et la dernière image est celle d'un projet que nous essayons de monter, qui est un projet de banque culturelle, c'est-à-dire un projet où quelqu'un qui arrive donne un objet en gage, mais pas un objet seulement, un objet avec le récit de cet objet, qui est en même temps son récit à lui, qui est en même temps le récit de sa vie. Et à partir de cet objet récit, eh bien, ceci a été pris à Aubervilliers, pris à Condorcet. C'est une première exposition que nous avons faite sur les banques culturelles, au GED. Donc, objet récit, projet, microcrédit. Voilà. Une manière de faire, si vous voulez, à la fois un que pensez-vous de ce que vous voyez et aussi que faisons-nous de ce que nous montrons. Voilà, merci. Merci beaucoup, Barbara. Maintenant, nous donnons la parole à Smaïl Lacher, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et spécialiste du fait migratoire. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité et aussi de m'avoir forcé la main de manière très élégante, afin de mettre un peu d'ordre dans quelque chose que j'ai connu sans avoir fait l'effort de le théoriser. Je veux parler de cette question apparemment simple, mais considérablement compliquée qu'est l'identité, en particulier quand on travaille sur des populations pour qui c'est, à tort ou à raison, un enjeu tout à fait fondamental. Alors, je vais me livrer à un exercice que je n'apprécie pas particulièrement. Je vais lire le texte parce que si je ne lis pas mon texte, à la fin des 20 minutes, je n'en serai qu'à peine au prolégomène. Voilà. Alors, en réalité, les enquêtes que je fais depuis une trentaine d'années sur des populations qui rencontrent ce thème, soit au cours de leur déplacement, que ce déplacement soit forcé ou volontaire, ou alors parce qu'il s'agit tout simplement de changement de lieu, et tout changement de lieu implique bien évidemment qu'on change son rapport au passé, au présent et à l'avenir. Voilà. Donc, il me semble que tous les propos surdramatisés sur l'identité nationale, sur l'identité du dominé. Alors vous pouvez mettre des guillemets quand vous voulez, c'est pas du tout un problème. En fait, on devrait mettre des guillemets à tous les mots, mais on ne peut pas mettre des guillemets à tous les mots puisqu'il faut parler. Bon. L'identité du dominé, l'identité, parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle figure, l'identité du racisé, donc et de sa race, bien évidemment. Ce que l'on constate, c'est que on a beaucoup de peine à dissimuler un effort consistant, sans relâche, à vouloir exister, soit dans son essence, soit dans sa nature. Et c'est ça que ça veut dire être musulman, être juif, être noir, etc. Être, c'est exister.
Être soi ou soi-même, c'est être fidèle à ce que l'on a toujours été. Donc il n'échappera à personne que la signification des mots, des conceptions, ne réside pas en eux-mêmes, mais bien évidemment dans ce qu'ils font, dans les effets pratiques qu'ils produisent sur l'existence des personnes. Et je voudrais juste prendre un exemple pour étayer mon propos. Je vous invente vraiment une figure tout à fait idéale, typique. C'est celle que l'on pense parfaitement connaître, c'est celle de l'immigré. Voilà. Et vous savez, comme moi, que lorsqu'on ne veut pas parler des immigrés, on parle de la nation. Et quand on ne veut pas parler de la nation, eh bien, on parle des immigrés. Voilà. Mais alors, pas n'importe quel immigré. Pas n'importe quel immigré. Non, les immigrés qu'on dit, paraît-il, dominés. Et avec une caractéristique complémentaire, quasiment consubstantiellement attachée à la figure de l'immigré dominé, c'est bien évidemment l'immigré déchiré, au moi déchiré. Mais cet immigré dominé au moi déchiré, il est quand même capable de choses tout à fait extraordinaires, c'est qu'il est capable de se transporter dans une pluralité d'univers sans que ça pose de problème. C'est-à-dire se transporter le plus naturellement du monde entre plusieurs systèmes culturels. C'est un point de vue. Moi, je pense que c'est une pure vue de l'esprit. Je crois que le caractère hybride, entre guillemets, alors hybride, pas au sens de union contre nature, mais au sens de croisement. Le croisement peut être naturel, le croisement peut être artificiel, mais il peut être aussi social. Et donc ce caractère hybride de l'identité que j'ai essayé de travailler un tout petit peu, même si j'y arrive pas complètement, il est vrai qu'il peut poser un problème à un moment ou à un autre à son porteur. Et donc il arrive parfois, et là c'est vraiment une trentaine d'années d'enquête, il arrive parfois, soit durablement, soit provisoirement, que les deux identités, celle du passé qui n'en finit pas de se prolonger sous la forme d'un sabir culturel, et celle du présent dominant, mais qui n'arrive pas complètement à s'imposer comme allant de soi, pour soi et pour les autres, eh bien, il arrive assez fréquemment que ces deux systèmes, que ces deux identités, pour dire les choses rapidement, entrent en conflit de légitimité. Et donc, il n'est pas rare, dans ce cas, que la posture que l'on juge la plus culturellement appropriée, eh bien, c'est d'en renier une. Voilà, mais cette volonté de rompre avec une partie de soi-même, il me semble que ça n'a pas forcément partie liée à la culture ou à l'origine. Cette volonté de renier une partie de soi-même peut parfaitement avoir partie liée à un immense chagrin d'amour. Alors, c'est pas la peine d'aller voir les psychanalystes, je vous renvoie tout simplement à vos expériences personnelles. Ça peut être aussi un décalage quasi insurmontable entre ce que l'on croit être et valoir et pour qui on est pris, ou tout simplement le fait d'avoir la conviction, à tort ou à raison, de ne pas être dans le tableau et que l'on n'y figurera jamais. Et alors là, vous pouvez bien évidemment multiplier les exemples. Alors, à mon avis, la question n'est pas de savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est bien, si c'est pas bien. Il me semble que l'enjeu, c'est de savoir comment on peut se délester d'une partie de soi-même, de ce poids trop lourd qu'est la complexité non assumée de son identité hybride. Et ce malaise de l'identité, si jamais il ne se règle définitivement, peut devenir plus ou moins supportable, et nous le savons tous, soit par la drogue, par exemple, soit par l'alcool, par exemple, soit par l'écriture, par exemple, ou soit par la violence terroriste. En tout état de cause, cet hypothétique délestage d'une identité en trop
s'accompagne inéluctablement, forcément, sinon on ne voit pas comment on pourrait vivre différemment, s'accompagne inéluctablement d'une théorie, ou mieux d'un récit hybride, mélange de catégories idéologiques ou religieuses. Par exemple, telle religion sera envisagée comme l'avenir du monde, ou culturaliste. C'est, par exemple, ça peut se traduire par l'expression « je suis né en France, mais je ne suis pas français ». Alors, il me semble qu'en réalité, la fêlure intérieure sollicite une rationalisation externe, c'est-à-dire externe à soi, car il faut toujours, dans ce type de configuration, un responsable. Il faut toujours, dans ce type de configuration, quelqu'un par qui advient la faute. Alors, les fautifs sont nombreux, hein. Ça peut être les mêmes, mais ça peut être des fautifs différents. C'est par exemple la faute de l'Occident, ça peut être la faute de l'impérialisme, ça peut être la faute des Blancs, ça peut être la faute des racistes de gauche qui s'ignorent racistes, ou des racistes qui se prétendent antiracistes, etc. La liste est là aussi relativement longue. Ceux que l'on appelait autrefois et pendant longtemps les travailleurs immigrés, eux, par exemple, n'étaient nullement dépourvus d'une identité au sens de John Locke, c'est-à-dire d'une identité en tant que, et c'est pour moi très important parce que ça m'a aidé à comprendre, identité en tant que mémoire de soi. Vous aurez remarqué que les temps ont beaucoup changé entre les travailleurs émigrés et leurs enfants aujourd'hui. Cette fois-ci, pour un grand nombre d'enfants de descendants d'émigrés, il faut aller chercher dans l'histoire familiale et ses pratiques éducatives quelque chose qui, me semble-t-il, serait de l'ordre du travail inaccompli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il me semble que cette discontinuité entre parents et enfants ne renvoie pas d'abord, me semble-t-il, au lieu de naissance, mais aux qualités et à la légitimité différentes d'acquisition d'expérience en matière d'excellence sociale et scolaire. Ça signifie que les conditions historiques et sociologiques pour un certain nombre de familles ne sont plus réunies pour que l'identité de soi soit transmise dans une relative permanence et une relative stabilité biographique. J'entends par l'identité de soi l'idem, hein, c'est-à-dire la continuité, c'est-à-dire de savoir d'où l'on vient, c'est-à-dire connaître sa généalogie, se reconnaître dans. Et je peux vous assurer que dans les familles, et les très nombreuses familles auxquelles j'ai accédé, ce n'est absolument pas quelque chose de naturel. Et si ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est que ça peut produire des effets qui sont, eux, des effets sociaux et politiques. Alors, peut-être que ce que l'on aime la perte d'identité n'est rien d'autre, au fond, que la perte du souvenir de soi. Et je vous assure que ça n'a rien de métaphysique. Bien au contraire, puisque ce malaise, cet état de mal-être, ce monde dans lequel on n'est pas à l'aise, ou on n'est pas à son aise, s'est traduit, ou peut se traduire, dans son moment le plus aigu, le plus morbide parfois, par l'entrée dans un processus de violence politique qui prend appui sur un discours de justification relativement hasardeux et le recours à une religion, et je pense en particulier, parce que c'est là-dessus que j'ai quand même travaillé, à l'islam et un certain nombre de ses dogmes, mais je voudrais éviter les ambiguïtés. Ces deux catégories que sont le politique et la religion, c'est vrai, s'entremêlent selon les circonstances, les locuteurs et les nécessités locales. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. La religion, quelles que soient les modalités dans lesquelles elle apparaît, dans lesquelles elle advient, dans lesquelles elle tombe sur la tête du nouveau porteur, eh bien que la religion peut se trouver ou se retrouver mobilisée en premier et en dernier lieu comme un moteur ou comme un carburant de l'histoire biographique de chacun, dont il ne faut jamais cesser de répéter que cette histoire est indissociablement collective et individuelle. Deux mots à ce propos, j'aurai bientôt terminé. Je sais que je vais prendre des risques.
mais je les prends. Mais je vais m'appuyer sur quelqu'un de légitime. Comme ça, les risques seront atténués. Sayad nous rappelle, me semble-t-il, c'est pas étonnant à juste titre, que l'islam. Alors, je voudrais juste dire ça sans m'étaler. Sayad n'a strictement rien à voir avec le PIR. Le PIR, c'est le Parti des indigènes de la République, avec les décoloniaux, etc. C'est deux figures, c'est deux histoires, c'est deux contextes historiques, c'est deux manières d'appréhender, de mettre de l'ordre, d'agencer les choses dans le monde. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une espèce de glissement inconscient, incontrôlé. Donc, lui, Sayad nous dit que l'islam décolonisé subsiste ou se prolonge dans l'islam des immigrés. Alors que c'est originellement, en terre d'islam, une religion communautaire. Eh bien, en terre d'immigration, l'islam va se retrouver, et là, Sayad l'a parfaitement montré, va se retrouver dépouillé de ces modes d'accomplissement collectif les plus agissants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que ce que l'on avait appelé l'islam des travailleurs émigrés qui vivaient communautairement en terre d'immigration, eh bien que cet islam, communautairement en terre d'immigration, est refoulé de la vie publique. Eh bien que cet islam ne peut être éprouvé qu'en tant qu'islam imputé, islam diminué, islam retranché et finalement, islam affaibli. Et donc à l'islam, et ce n'est pas mon expression, la sienne, là-dessus, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui, à l'islam honteux, comme il le nomme, des anciens immigrés, s'est substitué depuis les années 2000 un islam parfaitement assumé, parfaitement proclamé, et j'irais même jusqu'à dire hyper théorique, hyper savant. Et cet islam-là devient en particulier le mode privilégié de l'expression et l'arme par excellence de l'identification sociale. Et dans cette configuration historique, sociologique, et sur ce territoire, celui de la France, dans cette configuration, la religion est l'expression d'un groupe que l'on peut dire, avec des guillemets, mais ce n'est pas totalement faux, même si ce n'est pas toujours vrai, que cette religion est l'expression d'un groupe dominé auquel elle confère son identité. Mais l'identité, nous dit Sayad, c'est une identité totale. Totale. Ça veut dire raciale, ethnique, identité linguistique, identité sociale, une identité culturelle, une identité politique, une identité nationale, une identité territoriale, et enfin une identité religieuse. Et c'est ça, être musulman. C'est bien cela que signifie l'expression être musulman. Je suis musulman. Et dans ce cas, il me semble que la religion est décontextualisée. Sans nation, sans territoire, fictivement communautaire, sous la bannière non moins fictive de ce que l'on appelle l'Ummat islamiyya. Donc ces émigrés, qu'ils soient français ou non, qui ont l'islam pour religion d'assignation, ne peuvent mobiliser, me semble-t-il, autre chose que la religion qui leur a été assignée. Et du coup, ils se distinguent de la sorte de tous les autres, faisant ainsi de l'islam le facteur explicatif de toutes les différences. C'est aussi chaque acte et chaque fait, que ce soit un rite ou une pratique religieuse, par lesquels on se différencie des autres, qui témoignent de l'adhésion à un autre ensemble symbolique, à une religion, entre guillemets à une race, entre guillemets à une ethnie, auquel on n'appartient plus en réalité. Je vais presque terminer. Donc la logique, vous me donnez 5 minutes et je termine. Non, parce que voilà, 6 minutes. Donc la logique de domination fait que
la religion engendre socialement et nationalement son inéluctable ségrégation. Et alors là, de ce point de vue-là, j'adhère même à un monsieur qui s'appelle Sayad et qui parlait des travailleurs émigrés et qui ne parle plus des populations sur lesquelles on ne cesse de gloser. Donc la logique de domination fait que la religion engendre socialement et nationalement son inéluctable ségrégation, ainsi que la ségrégation de ceux qui en usent pour s'en distinguer. Ils se mettent à part par la religion, et la religion les met immanquablement à part et invite sans cesse à les mettre à part. Voilà, je vais conclure maintenant. Alors, bien sûr, je n'ai pas dit l'essentiel. Et vous n'aurez pas le privilège ni la chance d'entendre l'essentiel. Bon, je vais simplement noter quelques pistes qui me semblent extrêmement importantes. Mais si je ne dis pas des choses relativement définitives là-dessus, c'est tout simplement parce que je n'ai pas travaillé, mais je voudrais vous proposer des pistes. Bien évidemment, il aurait fallu dire des mots sur cette articulation extrêmement importante qui est en réalité une tension permanente entre trois niveaux intimement mêlés que sont l'identité individuelle, l'identité collective et l'identité nationale. Et on pourrait essayer de saisir, c'est ma proposition, on pourrait essayer de saisir cette articulation au travers de la notion de membre. Les ethnométhodologues nous ont montré que la compétence est le propre du membre et que précisément et conséquemment, c'est le fait d'être membre, c'est-à-dire d'en faire partie, d'en être, qui confère les connaissances adéquates et qui permet la participation au processus continu de création de l'organisation sociale. Au fond, il faut être membre pour être saisi et pouvoir se saisir des institutions nationales, c'est-à-dire pour être transformé par elles et puis pour, à son tour, avoir le pouvoir et la légitimité de les transformer. Mais en élargissant, on pourrait dire que être membre, c'est être membre d'un corps et de son esprit. Dans la société, l'esprit de corps renvoie à la relation subjective que chacun des membres d'un corps est comme par enchantement rattaché et ajusté. Et pour la problématique qui est la mienne et celle que j'essaye de vous exposer, le corps serait ici, pour reprendre une formule d'Agamben, c'est lui qui dit le corps du sujet souverain. En fait, en termes plus simples, c'est soit la République, soit la nation. Et être membre exige inséparablement deux choses. Être membre exige l'expression d'un sentiment d'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, professionnelle, locale, etc., mais aussi la manifestation officielle d'une reconnaissance de cette appartenance. Et la manifestation officielle d'une reconnaissance, c'est absolument fondamental. Vous pensez bien évidemment à tous les documents d'État qui attestent cette appartenance et aussi de la capacité de l'entrant à être membre du corps national. Et là, je vous demande, ceux qui ont vécu l'expérience ne pourront en aucun cas me démentir, pensez à tous ceux qui sont naturalisés ou qui demandent une naturalisation. Voilà. Au fond, je vais m'arrêter là parce que tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver chez des gens infiniment plus érudits que moi. C'est Rousseau dans le contrat social et c'est Durkheim dans la division du travail social. Voilà, merci infiniment de votre patience. Merci beaucoup, Smaïn. Donc, on poursuit la table ronde. On entamera la discussion ensuite. Et je passe la parole à Jean-Philippe Puzel, qui est à l'autre bout de la table, donc, qui est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université du Québec à Montréal et qui va faire une présentation autour de la question de l'art et de l'autochtonie et des Premières Nations, donc au Québec et au Canada en général. Je te passe la parole, Jean. Merci Anne, merci Cléo pour l'invitation sur la table ronde. J'ai plusieurs images à vous montrer.
Mais avant de commencer, j'aimerais peut-être, avant de me confronter à la question circulante, comme toutes les intervenantes et tous les intervenants du colloque, j'aimerais peut-être préciser 2-3 choses sur le terme autochtone, puisque je me suis rendu compte à quelques reprises que l'acceptation nord-américaine et européenne n'est pas toujours la même et peut créer certaines confusions. Alors c'est vrai qu'en France et en Europe en général, autochtone est entendu dans son sens grec. Je suis un peu gêné de le dire à côté de Barbara Cassin, mais donc autochtone signifie littéralement né de la terre. C'est celui qui vient d'ici. Et je dois constater que depuis une petite dizaine d'années, les idéologies nationalistes et conservatrices ont récupéré ce concept, l'ont dévoyé d'une certaine façon pour opposer les habitants de souche d'un pays aux immigrés, aux barbares dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'en Amérique du Nord, et c'est la façon dont je l'utilise, autochtone renvoie à la conception onusienne du concept, qu'on traduit par indigenous. Et alors il n'y a pas vraiment de définition d'autochtone. L'ONU a pris soin de simplement préciser quelques critères. J'en garde 3 qui me semblent importants. L'autochtonie renvoie à l'antériorité de l'occupation d'un territoire par un peuple. Le deuxième, c'est que ce peuple, à un moment ou à un autre de son histoire, a été colonisé par une puissance occupante. Et la troisième, je vais vite, c'est que ce peuple se bat pour la transmission de ses valeurs culturelles, de sa langue, et se bat également pour son autodétermination politique. Alors, ceci dit, passons maintenant à la fameuse question circulante. Les sciences sociales telles que je les pratique ont-elles encore un rôle émancipateur ? La question a une étrange résonance dans mon champ d'expertise, les études autochtones, et dans le pays dans lequel je vis depuis presque 30 ans, le Canada. Pourquoi ? Parce que le mot est complètement lié à la politique coloniale d'émancipation des sauvages, avec des guillemets, qui a sévi du 19e siècle au 20e siècle et dont les séquelles se font encore ressentir. Et le mot émancipation a pratiquement disparu du vocabulaire des sciences humaines et des sciences sociales. Plus personne ne l'utilise précisément pour cette raison. Alors parler aujourd'hui de l'identité autochtone ne peut pas se faire sans rappeler que cette politique d'émancipation forcée s'est soldée par ce que l'on appelle au Canada un génocide culturel. C'est le mot qui est employé dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones. Je reviendrai sur cette commission un peu plus tard dans ma communication. Alors à partir de là, quelques questions se posent auxquelles je vais essayer de me confronter et qui renvoient directement au thème de notre table ronde. Est-ce qu'il est possible de faire revivre une identité culturelle qui a pratiquement été éradiquée ? Est-ce que ce processus de réappropriation et d'affirmation culturelle peut échapper à une naturalisation de l'identité autochtone, à ce que Cléo appelait tout à l'heure une assignation identitaire ? Quel rôle les sciences sociales, et plus particulièrement l'histoire de l'art, parce que je suis historien de l'art, peuvent-elles aujourd'hui jouer dans ce processus de reconstruction identitaire qui est la condition de possibilité de liberté des peuples autochtones, ou plus exactement ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est le concept qu'on retrouve au cœur de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones de 2007. Alors, avant d'essayer de répondre à ces questions, qui sont très larges, je vais rappeler rapidement quelles furent les grandes étapes de cette politique d'émancipation coloniale et quelles en furent les conséquences. Rappelons quelques réalités, et je vais m'appuyer sur des artistes contemporains autochtones justement pour illustrer ceci. Rappelons donc rapidement quelques réalités historiques. Pendant 2 siècles, du début du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, les Européens implantés au Canada considèrent peu ou prou les Amérindiens comme des partenaires indispensables dans le commerce extrêmement lucratif de la fourrure de castor. C'est ce que nous montre Kent Monkman ici de façon parodique. Les Amérindiens sont également de précieux alliés militaires dans les guerres que les Européens se livrent en terre américaine, France-Angleterre et puis ensuite Angleterre-États-Unis. Au début du 19e siècle, pour toutes sortes de raisons, le commerce de la fourrure décline
Et les Amérindiens passent du statut de partenaire à celui littéralement de paria. D'autant plus que les colons européens tentent de s'accaparer de plus en plus leurs terres. À partir de là, donc, on va décider d'assimiler de force les autochtones au reste de la population. Et tout au long du XIXe siècle, on a une série de lois qui vont aller en ce sens. Entre autres, en 1859, une loi qui s'intitule « Acte concernant la civilisation et l'émancipation des sauvages ». Et toutes ces lois vont se retrouver dans une loi principale qui est votée en 1876, donc quelques années après la création de la Confédération canadienne, qui s'intitule la loi sur les Indiens, qui crée le système des réserves et qui crée en fait toutes les politiques d'assimilation. Et il faut rappeler que cette loi sur les Indiens est toujours en vigueur aujourd'hui. Et c'est ce que nous rappelle Nadia Mir, entre autres, dans cette œuvre. Alors, par émancipation, on entend le passage de la minorité, c'est-à-dire le statut de sauvage, à celui de la majorité, le statut de citoyen canadien. S'émanciper signifiant renoncer de gré ou de force à son identité autochtone pour acquérir tous les attributs de la pleine citoyenneté canadienne. Cette émancipation prend plusieurs visages. Elle peut être forcée. C'est le système des pensionnats autochtones, des pensionnats indiens, qui cherchent à tuer l'Indien dans l'enfant. 150 000 enfants autochtones vont être internés de force pendant près d'un siècle dans ces pensionnats. Ils y subissent toutes sortes de violences et une déculturation forcée. Ils sont coupés de leur famille, qu'ils ne voient plus qu'une ou deux fois par an. Il leur est interdit de parler leur langue maternelle. Ils sont victimes de nombreux sévices psychologiques, physiques, sexuels. Et on estime à peu près à 6 000 le nombre d'enfants morts dans les pensionnats. Et encore l'été dernier, on a redécouvert des tombes au Canada proche des pensionnats, et ça a été une émotion très importante. Les drapeaux canadiens ont été en berne pendant plusieurs mois, donc c'est quelque chose encore, voilà, les séquelles de ce système sont encore très très vifs. La loi sur les Indiens instaure également le système des réserves, mais va interdire la libre expression de la culture autochtone, entre autres le potlatch, au moment où les anthropologues justement européens, Moss et Bataille et les autres vont écrire sur le potlatch comme fait social total, le potlatch est interdit au Canada. Les gens qui organisent des potlatchs sont emprisonnés, les objets sont confisqués et distribués dans des collections privées ou dans les musées de l'homme. Et pendant 67 ans, donc, le potlatch et d'autres coutumes religieuses vont être interdites. Alors, il y a également une émancipation qu'on qualifie par un euphémisme de volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que un Indien, je reprends l'expression volontairement d'Indien, un Indien jusqu'aux années 60 qui votait perdait son statut d'Indien. Il devenait un citoyen canadien. Un Indien qui faisait des études perdait son statut d'Indien. Un Indien qui exerçait une profession libérale perdait son statut d'Indien. Voilà. Et les dernières références à cette politique d'émancipation de la loi sur les Indiens ont été abolies en 85. Même si la loi existe toujours, elle a été amendée à plusieurs reprises. Rappelons également que le dernier pensionnat indien a fermé ses portes en 1996, c'est-à-dire hier. Alors, à partir de là, et je suis allé très vite, on peut se poser une question, est-ce qu'il est possible de faire revivre une identité culturelle après une telle entreprise de déculturation, après un tel génocide culturel? Et quel rôle l'art peut jouer dans cette reconstruction culturelle? Alors, jusqu'aux années 1960, la réponse officielle des autorités canadiennes était très clairement que l'art ne pouvait jouer aucun rôle et que finalement il fallait renoncer
une fois pour toutes à cette identité culturelle, surtout celle qui s'exprimait à travers les arts. Je vous montre ici à l'écran un extrait d'un rapport d'une commission royale d'enquête sur l'avancement des arts et des lettres au Canada qui affirme que la disparition des véritables arts indiens est inévitable. Et qu'en ce sens-là, il ne faut pas chercher à les encourager. Pourquoi ? Parce que toute production indienne peut être soit finalement soit artificielle, soit dégénérée. Alors le mot dégénéré renvoie bien sûr l'exposition de Munich de 1937. Mais bon, voilà une expression de l'idéologie coloniale et une expression de l'idéologie qu'on qualifie de vanishing Indian. Hein, c'est quoi le vanishing Indian ? C'est cette idée que les peuples autochtones n'ont pas résisté au choc de la modernité occidentale et que leur authenticité culturelle, finalement, est quelque chose du passé, hein, quelque chose qui appartient à une période pré-contact. Cette idée, on la retrouve aussi bien dans l'anthropologie évolutionniste, qu'on appelle l'anthropologie de sauvetage, hein, qui essaye d'amasser les derniers objets de ces peuples, et c'est comme ça d'ailleurs que les premiers musées d'ethnologie et les musées de l'homme ont été construits. Mais cette idéologie, on la retrouve également dans le primitivisme esthétique, tel qu'il s'exprime chez de nombreux artistes au début du XXe siècle, par exemple chez Émilie Carr, hein, qui fréquente plusieurs peuples, plusieurs nations de la côte nord-ouest du Canada et va peindre des vestiges, précisément parce que pour elle, ils étaient sur le point de disparaître. C'est également le cas d'un sculpteur francophone, Louis-Philippe Hébert, qui représente des Indiens dans un état de nature idéal, encore une fois, pré-contact. Alors, cette idéologie du vanishing Indian, en fait, elle va avoir un superbe démenti quelques années plus tard par la tenue du pavillon des Indiens du Canada en 1967 lors de l'exposition, donc ce qu'on appelle l'Expo 67. Hein, ce pavillon est un coup de tonnerre, on en parle encore, on a fêté récemment les 50 ans de l'exposition, il y a eu énormément de travaux sur ce pavillon. Ce pavillon a été géré après de nombreuses luttes par les autochtones eux-mêmes, et on voyait des artistes, pour la première fois, des artistes modernes autochtones exposés ensemble et finalement offraient aux yeux du Canada, mais également du monde, la vitalité de leur art. Alors ces artistes étaient non seulement des plasticiens confirmés, mais c'est également des passeurs de culture. Par exemple, George Clutesi a écrit un livre sur le potlatch en 1969. Norval Morisseau, qu'on connaît un petit peu ici en France, parce qu'il a participé à l'exposition Magicien de la Terre en 1989. Morisseau également, qui crée un nouveau style, le style des Woodlands, va écrire un livre sur les légendes de son peuple, les Ojibwe. Donc voilà, une affirmation extraordinaire, qui est une affirmation également politique, puisque c'est le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et donc il va y avoir des mouvements militants comme le American Indian Movement, ce qu'on appelle le Red Power, qui va avoir aussi un impact au Canada assez important. Et depuis donc la fin des années 60, les années 70, on voit que ce mouvement d'affirmation a pris de l'ampleur. Donc je montre quelques expositions qui ont eu lieu au cours des dernières décennies. En 1992, on fêtait entre guillemets les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il y a eu plusieurs expositions 100% autochtones, c'est ça la particularité, hein, comme pour le pavillon des Indiens. Au Canada, j'en cite une dont on a beaucoup parlé, Land Spirit Power. Par la suite, plusieurs artistes autochtones ont représenté le Canada à la Biennale de Venise, dans le pavillon du Canada. On voit ici le métis Édouard Poitras, ici l'Anishinaabe Rebecca Belmore. Plus récemment, en 2019, c'était le collectif Inuit Izuma. Voilà. Et puis, on a également des expositions maintenant qui sont internationales. Comme en 2019-2020, il y a une grande exposition au Musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa, qui s'appelait Abadakone et qui réunissait 70 artistes autochtones du monde entier. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 370 millions de personnes autochtones dans le monde, donc les autochtones ne sont pas seulement en Amérique du Nord. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ce genre d'exposition
est encore nécessaire, est encore utile 50 ans après le pavillon des Indiens. On pourrait en effet croire qu'on en a définitivement terminé avec le primitivisme. On se souvient de la fameuse exposition de 1984 à New York qui avait été extrêmement critiquée. C'était une exposition organisée par William Rubin sur le primitivisme, mais qui elle-même avait des relents de primitivisme. Donc elle avait été critiquée par James Clifford, Thomas Machiavelli, etc. Et on pourrait dire, bon, cette époque finalement est derrière nous. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, ce primitivisme est toujours vivace dans les institutions culturelles et on le retrouve à différents niveaux. Et je vais me permettre donc d'évoquer quelques cas auxquels j'ai été confronté et entre autres une exposition finalement qui a marqué le début de mon intérêt pour l'art autochtone. Alors, c'est une exposition, pour reprendre la formule de Barbara Cassin, qui m'a donné à penser, mais j'ai pas pensé parce que en fonction des objets que je voyais, mais surtout en fonction des objets que je ne voyais pas. Et pour moi, ça avait été une véritable révélation. En fait, c'était une exposition qui était organisée dans le cadre de la première Biennale de Montréal en 1998 et qui s'intitulait « Les capteurs de rêves » et qui déclinait très explicitement la légende amérindienne des capteurs de rêves. Vous connaissez certainement ça. Donc, les capteurs de rêves capturent les bons et les mauvais rêves. Ils brûlent les mauvais rêves et laissent passer les bons rêves qui vont se déposer dans les plumes pour renaître, etc. Et j'avais été stupéfait par le fait que parmi la trentaine d'artistes invités dans l'exposition, aucun n'était autochtone. Donc voilà, ça c'est un exemple parfait de primitivisme. Et depuis lors, donc malheureusement, je suis plutôt attentif à la question et je dois constater que ce primitivisme est loin d'avoir disparu. Les institutions occidentales sont très friandes de spiritualité autochtone et entre autres de chamanisme. Et chaque fois, je me rends compte que les autochtones sont absents. Bon, un exemple parmi d'autres, il y en aurait beaucoup, c'était la Biennale de Venise, encore une fois, en 2017, commissariée par une Française d'ailleurs, Christine Massel. Il y avait un pavillon sur le chamanisme et on voyait un artiste brésilien, Ernesto Neto, le soir du vernissage, qui avait invité des Runiquin, des autochtones d'Amazonie, mais qui étaient là comme faire-valoir, en fait, et qui venaient d'une certaine façon légitimer l'intervention de l'artiste. Or, on sait que les Runiquin ont une production artistique, mais là, elle était invisible. Je vous renvoie d'ailleurs, il y a une exposition en ce moment à Lille qui s'appelle Les Vivants et qui montre le travail de ces artistes. Autre cas dans la grande culture qui montre que ce primitivisme est toujours très, très vivant, vivace, c'est le travail d'un photographe et documentariste britannique, Jimmy Nelson, qui photographie les derniers peuples, c'est comme ça qu'ils les appellent, autochtones. Le titre de son ouvrage, c'est c'est ce qu'on appelle un beau livre, et très révélateur, Before They Pass Away. Et il photographie des peuples dans un état primitif, pourrait-on dire, un pré-contact. Là, ce sont des Maoris de Nouvelle-Zélande. Et ce qui est intéressant dans la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui photographie, voilà donc la place des peuples autochtones. Vous voyez qu'il n'y a personne en Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus authentiques. Les peuples autochtones, pour le photographe, ne sont plus authentiques, ils ont perdu leur authenticité, donc mieux vaut ne pas en parler. Alors, à partir de là, comment je me suis positionné personnellement, et j'avance un peu vite. J'ai essayé, en fait, dans mes travaux universitaires, ça c'est mon premier article qui réagissait à l'exposition Les capteurs de rêves, j'ai essayé de souligner le fait que la création contemporaine autochtone existait encore et était bien vivante. J'ai organisé moi aussi certaines expositions, comme cette exposition de 2004 que j'ai choisie parce qu'elle résonne avec le thème de notre table ronde, double jeu, identité et culture. On y montrait, je l'ai organisé avec une collègue, on y montrait entre autres le travail de Ron Noganosh, un artiste ojibwé qui jouait avec les clichés culturels. Voilà. Il présentait un bouclier d'Indien des plaines, Lakota, mais en fait c'est un faux bouclier. C'était un bouclier fait avec de la soie Pierre Cardin. Et le titre d'ailleurs était révélateur, Shield for Yuppie Warrior. Voilà. Et chaque fois que j'organise des colloques, des activités, j'essaye de montrer également la création contemporaine. J'avais organisé à l'Institut national d'histoire de l'art en 2013 un colloque sur les identités autochtones et j'avais organisé une soirée de projection. Certains artistes étaient présents d'ailleurs pour montrer justement encore une fois le dynamisme de la création contemporaine. Il m'arrive également de conseiller certains organismes. En 2017,
j'ai produit un rapport sur l'intégration des artistes autochtones et des artistes de la diversité commandé par le Conseil des arts de Montréal. Et également, et ça je vous donne la nouvelle en primeur, on a organisé ça avec des collègues et plusieurs experts autochtones, un MOOC, un cours en ligne qui va sortir cet automne sur la plateforme française Fun, un cours donc, ouais, c'est français, Otera, l'art autochtone aujourd'hui, où on présente donc les grands courants de la création contemporaine québécois et canadien. Alors, malgré tout, le travail reste toujours à faire et j'aimerais évoquer en conclusion, puisque mes 20 minutes sont déjà écoulées, donc je vais vite, une des dernières manifestations de ce primitivisme, d'une certaine façon, qui s'inscrit dans le sillage de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le rapport, hein, c'est le terme, je reprends, Commission de vérité et réconciliation. Le rapport final a été déposé en 2015. Il y avait plusieurs recommandations dans la commission et une des recommandations, enfin plusieurs recommandations s'adressaient au monde des musées et au monde des arts et on demandait justement aux institutions et aux organismes canadiens de réconcilier par les arts. Donc voilà, là c'est le Conseil des arts du Canada avait mis sur pied la même année que le dépôt du rapport final, un programme pour subventionner des projets où des artistes autochtones et des artistes non autochtones, qu'on appelle allochtones, allaient travailler ensemble. Toujours dans ce but de réconciliation. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les choses ne se sont pas passées exactement comme on l'avait prévu. Pourquoi ? Parce que les artistes allochtones, finalement, se sont engouffrés dans cet appel à la réconciliation et finalement, ça a donné ça a donné lieu à plusieurs cas d'appropriation culturelle. Et 2 ans plus tard, le Conseil des arts a dû publier un communiqué, justement, où il critiquait les appropriations culturelles et il demandait aux artistes allochtones qui traitaient de sujets autochtones de faire preuve de respect et de considération à l'égard des cultures autochtones dans leur démarche artistique. Donc voilà, une mise au point un peu cinglante. Et bon, il y a un cas qui est connu, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'inscrit dans ce processus de réconciliation. C'est le cas de Kanata, le spectacle du dramaturge québécois Robert Lepage, qui a été invité par Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. C'était la première fois que le Théâtre du Soleil a invité un metteur en scène étranger pour présenter un spectacle qui s'inscrivait complètement dans la logique de réconciliation, puisque c'était un spectacle consacré finalement au système des pensionnats et aux séquelles de ces systèmes de pensionnats, entre autres à la très grande précarité des populations autochtones et plus particulièrement le spectacle se focalisait sur la 50aine de femmes autochtones, pour la plupart droguées et prostituées, qui ont été victimes d'un tueur en série dans les années 90. Mais 6 mois avant que le spectacle ouvre, il y a eu une polémique au Canada, puisque des personnalités autochtones ont publié une lettre ouverte dans la presse pour dénoncer le fait qu'elles n'avaient pas collaboré avec le spectacle et qu'une fois de plus, on allait raconter leur histoire sans elles. Alors, ce cas de Kanata, j'ai remarqué ça dans la presse française, est souvent cité comme un cas de cancel culture. Voilà, comme l'idéologie de cette cancel culture, du wokisme, etc. Mais je pense qu'un de nos rôles en tant que spécialiste des sciences humaines et sociales, c'est de rappeler la vérité. En fait, Kanata n'a pas du tout été annulé. Il y a eu 66 représentations à Paris entre décembre 2018 et mars 2019. Et le spectacle a même été présenté à l'étranger, à Naples et à Athènes. Donc voilà, il faut rappeler les faits. Mais je suis intervenu également dans la polémique parce qu'il me semblait qu'il y avait dans la position de Lepage une dimension contradictoire. Lepage se présentait comme un allié des Amérindiens et souhaitait, par le pouvoir de l'art, disait-il, donner une dimension universelle à leur souffrance. Mais en prétendant leur donner une voix, en fait, il parlait à leur place. Et finalement, le spectacle redoublait l'exclusion qu'il dénonçait par ailleurs. En fait, donc, le spectacle passait
complètement à côté du principe de collaboration. Et cette collaboration est aujourd'hui de plus en plus importante dans le domaine de l'art, lorsqu'on traite des questions autochtones, on l'a vu avec le Conseil des arts du Canada, mais également dans le champ de la recherche autochtone en sciences humaines et en sciences sociales. On voit ici l'énoncé du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui est le principal organisme subventionnaire des recherches en sciences humaines et sociales, qui a beaucoup travaillé sur l'éthique en recherche autochtone depuis une trentaine d'années et qui insiste également sur la relation fondée sur le respect avec les peuples autochtones que le chercheur et la chercheuse doit mettre de l'avant. Et aujourd'hui, donc, le mot d'ordre, c'est ne plus travailler sur les autochtones, mais par et avec les autochtones. Et il y a plusieurs, voilà, je vous montre une trousse, une boîte à outils des principes de la recherche en contexte autochtone qui est mise au point par des universités et des organismes autochtones et qui est mise à jour régulièrement. Et je pense donc que ce principe de collaboration, aussi bien dans les arts que dans la recherche en sciences humaines et sociales, est le principe qui nous amène vers une forme de, j'utilise pas le mot émancipation pour les raisons que j'ai mentionnées, mais vers une forme d'autodétermination des peuples autochtones. Voilà, je vous remercie pour votre attention.